Aujourd'hui, il y a 3 gros dossiers qui méritent qu'on s'y arrête sérieusement. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur la Ligue des Champions, franchement, le match qui me fascine le plus ce soir, c'est Real Madrid-Bayern Munich. Parce que là, on a 2 monstres historiques, 2 clubs qui savent ce que représente une soirée européenne de ce niveau. Et surtout, 2 équipes qui arrivent avec des dynamiques très différentes, mais une vraie capacité à faire basculer un match sur presque rien. Le Bayern arrive avec une forme solide, un championnat qui maîtrise beaucoup mieux et surtout une vraie sensation de stabilité collective. Le Real, lui, arrive avec plus de secousses, notamment après sa défaite surprise contre Majorque, mais avec cette capacité unique à se transformer complètement quand l'hymne de la Ligue des Champions retentit. Ce que j'attends de ce Real Bayern, c'est pas juste un match ouvert avec des occasions dans tous les sens. J'attends surtout de voir qui va imposer son rythme mental parce que, tactiquement, il y a des clés très claires. Côté Bayern, toute la question tourne autour de l'état de Harry Kane. Il s'est entraîné, Vincent Kompany a expliqué qu'il prendrait sa décision au dernier moment et forcément, ça change beaucoup de choses. Avec Kane, tu as un Bayern plus complet, plus clinique, plus dangereux dans la surface, mais aussi dans la fixation et dans le jeu entre les lignes. Sans lui, tu gardes de la qualité, mais tu perds un repère énorme. En face, le Real n'arrive pas non plus avec un groupe totalement serein. Rodrigo et Courtois sont annoncés absents pour cette première manche. Mendy et Ceballos reviennent à peine dans le décor. Donc, on est sur un Real qui a du talent, mais qui n'a pas une marge énorme sur le plan physique. Et c'est là que je trouve ce match passionnant. Parce que si le Bayern impose une grosse intensité dès le début, le Real peut souffrir. En revanche, si le Real arrive à survivre au premier quart d'heure et à transformer le match en duel d'instinct, là, tout redevient possible pour Madrid. Et c'est précisément ce que cette équipe sait faire mieux que presque tout le monde. Moi, mon vrai point d'attention sur ce match, c'est le milieu. Parce que dans ce genre de choc, on parle toujours des attaquants, mais ce sont souvent les milieux qui donnent le ton émotionnel de la soirée. Si le Bayern réussit à verrouiller les sorties madrilènes et à empêcher le Real de respirer, ça peut devenir une soirée très inconfortable pour les Espagnols. Mais si Bellingham est utilisé intelligemment, même en sortie de banc ou dans un rôle un peu plus libre, alors le Real peut créer ce chaos qu'il adore. Et quand le Real fait entrer un match dans le chaos, il devient très difficile à lire. L'autre affiche, Sporting Arsenal, est beaucoup moins glamour dans l'image, mais elle est peut-être encore plus piégeuse. Arsenal arrive avec 2 défaites récentes qui ont cassé une partie de son élan et surtout avec une infirmerie qui continue de peser lourd. Arteta a confirmé que Saka et Timber n'ont pas voyagé, même s'il récupère quand même Gabriel, Rice et Trossard. Donc, on a un Arsenal blessé dans son ego, touché dans sa profondeur d'effectif, mais toujours capable de sortir un gros match européen. Et c'est là que ce rendez-vous devient très intéressant psychologiquement. Le piège pour Arsenal, il est simple, penser que le blason suffit. Sporting est invaincu à domicile en Europe cette saison et ne va pas aborder ce quart de finale comme une équipe venue admirer Arsenal. Rui Borgia l'a très bien senti. Les mauvais résultats récents des Gunners peuvent aussi les rendre plus dangereux parce qu'une équipe blessée devient parfois plus agressive, plus simple, plus directe. Mais dans le même temps, Sporting a des arguments très concrets. L'équipe a changé, elle a tourné une page importante en attaque, mais elle continue à marquer et elle sait contrôler des séquences chez elle avec beaucoup de personnalité. Moi, ce que j'attends de Sporting Arsenal, c'est un vrai test de caractère pour Arteta. Parce qu'au fond, ce soir, Arsenal ne joue pas seulement un quart de finale aller. Arsenal joue aussi sa crédibilité du moment. Tu restes sur des coups durs, tu as perdu de la confiance, tu as des absents et tu vas dans un stade où l'adversaire n'a aucune intention de subir. Si Arsenal gagne ce soir, même d'un petit but, le message sera fort. Si Arsenal ne gagne pas, ou pire, s'il perd en donnant la sensation d'être nerveux, alors là, les questions vont revenir très vite. Sur la CAN 2025, maintenant, il y a une actualité qui continue de secouer sérieusement le football africain. Et honnêtement, plus les jours passent, plus cette finale entre le Sénégal et le Maroc ressemble à un dossier beaucoup plus lourd qu'un simple match mal terminé. On parle d'une finale qui, près de 4-20 jours après, continue encore de sortir de nouvelles zones d'ombre, de nouvelles tensions et surtout de nouvelles versions qui s'opposent frontalement. Et ce qui rend cette affaire aussi inflammable, c'est qu'on n'est plus seulement sur une discussion autour d'un penalty litigieux ou d'une décision arbitrale contestée. On est désormais sur une bataille de récits, une bataille d'images, une bataille institutionnelle, avec derrière des accusations extrêmement sérieuses, des incohérences pointées du doigt et une décision sur tapis vert qui a laissé une trace énorme dans l'opinion sénégalaise. Tout le monde se souvient du point de bascule, ce penalty sifflé pour le Maroc à la fin du temps réglementaire, la colère sénégalaise, la sortie des joueurs, l'interruption, puis ce retour sur la pelouse avant une victoire obtenue en prolongation. Et pourtant, ce scénario que beaucoup avaient encore en tête comme le dernier mot sportif de cette finale, il a ensuite été complètement renversé par la sanction administrative qui a transformé ce succès du Sénégal en défaite 3-0 sur tapis vert.
Déjà, à ce moment-là, l'affaire avait changé de dimension. Mais là, avec les révélations qui sortent maintenant, on comprend encore mieux pourquoi cette finale n'a jamais vraiment été digérée. Ce qui me frappe dans cette nouvelle séquence, c'est qu'on commence à attaquer non seulement le comportement des Sénégalais pendant la rencontre, mais aussi tout ce qui aurait entouré leur posture avant même le coup d'envoi. Et ça, c'est beaucoup plus grave dans le fond, parce que ça sous-entend que la finale ne serait pas seulement devenue chaotique à cause d'un incident de fin de match, mais qu'il y aurait eu en amont une accumulation de tensions, de refus, de défiance, voire pour certains une volonté de préparer un cadre favorable à une future contestation. Là-dessus, il faut être très mesuré, mais il faut aussi être lucide. Quand on commence à parler de recommandations ignorées, de solutions alternatives rejetées, de problèmes logistiques qui auraient pu être évités, ou encore d'une lecture selon laquelle certaines attitudes auraient été préméditées, on n'est plus dans le simple ressenti émotionnel d'une équipe frustrée. On entre dans quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus dérangeant, parce que ça remet en question la spontanéité du récit qui a été présenté autour de cette finale. Et ça, forcément, ça change la manière dont beaucoup de gens vont regarder cette affaire. Autre point très sensible, la question de l'hébergement et du climat autour du complexe Mohamed VI. Pendant un moment, cet épisode-là avait nourri un discours fort côté sénégalais, avec l'idée d'un manque de confidentialité, d'un environnement peu rassurant, voire d'une forme d'espionnage. Dit comme ça, évidemment, ça frappe tout de suite l'opinion. Mais le problème, c'est que plus le temps avance, plus cet argument semble fragilisé par le fait que d'autres sélections ont utilisé les mêmes installations sans faire remonter les mêmes problèmes. Et là, très franchement, c'est là où le dossier devient inconfortable pour le Sénégal. Parce que si tu veux faire valoir un traitement particulier, il faut pouvoir démontrer qu'il y a eu une anomalie claire, spécifique, objectivable. Si plusieurs équipes sont passées par les mêmes infrastructures sans incident majeur ni plainte comparable, alors forcément, ceux qui contestent la version sénégalaise vont dire « Attention, est-ce qu'on n'a pas transformé des contraintes banales en éléments centraux de victimisation ?» Et cette question-là, qu'on le veuille ou non, elle existe aujourd'hui dans le débat, mais évidemment, le cœur du séisme reste la fin de cette finale. Et là, il faut dire les choses clairement, quitter la pelouse dans un moment pareil, après un penalty sifflé dans les arrêts de jeu, c'est un acte extrêmement lourd, très lourd sur le plan symbolique, très lourd sur le plan disciplinaire et très lourd sur le plan juridique quand ensuite une instance doit juger ce qui s'est passé. Beaucoup ont compris la colère, beaucoup ont compris la frustration, beaucoup ont compris le sentiment d'injustice à chaud, mais entre comprendre émotionnellement une réaction et la considérer défendable sur le plan réglementaire, c'est pas la même chose. C'est même là que tout se joue. Parce qu'en quittant le terrain, même temporairement, le Sénégal a donné à ses adversaires institutionnels une matière énorme pour appuyer la sanction derrière. Et c'est probablement là que les Lions ont perdu bien plus qu'un simple moment de maîtrise émotionnelle. Ils ont perdu du terrain politique dans le dossier. Ils ont perdu de la force devant les instances. Et ils ont laissé une image qui a ensuite permis à d'autres de dire, regardez, c'est pas seulement une question d'arbitrage, c'est aussi une question de comportement collectif. Et puis, il y a ce détail qui, pour moi, pèse énormément dans l'image laissée par cette soirée. Le fait que certains membres de l'équipe auraient diffusé des vidéos en direct depuis les vestiaires pendant le chaos. Là aussi, au-delà de la véracité complète de chaque séquence, l'idée générale suffit déjà à abîmer la position du Sénégal. Parce que dans une crise de ce niveau-là, dans une finale continentale, tout ce qui sort des vestiaires, tout ce qui nourrit la viralité, tout ce qui transforme un conflit sportif en feuilleton public, ça finit presque toujours par se retourner contre ceux qui l'alimentent. Et c'est précisément ce qu'on voit ici. Le Sénégal voulait sans doute faire entendre sa version, montrer son indignation, gagner la bataille de l'émotion. Mais à force de médiatiser à chaud une situation aussi explosive, tu ouvres aussi la porte à une lecture beaucoup plus sévère de ton attitude. Et à partir de là, tu n'es plus seulement une équipe lésée, tu peux aussi être perçu comme une délégation qui alimente le désordre. Maintenant, le passage le plus explosif dans les nouvelles révélations, c'est évidemment cette histoire autour de l'arbitrage et des sanctions non données à certains joueurs sénégalais. Là, on entre sur un terrain extrêmement sensible, parce que si l'idée est qu'il y aurait eu des consignes pour éviter certaines expulsions, ça veut dire que la lecture du match elle-même devient encore plus trouble. Et je vais être honnête, ce type d'élément, ça ne doit jamais être traité légèrement. Parce que soit c'est solide, et dans ce cas-là, c'est énorme, soit c'est flou, et dans ce cas-là, ça peut devenir une arme de communication redoutable pour orienter l'opinion. Mais dans les deux cas, ça fait du bruit. Et ça fait du bruit parce que ça renforce une impression générale. Cette finale n'a jamais été une simple finale. Elle a été entourée d'un climat trop tendu, trop conflictuel, trop chargé en sous-texte. Et quand un match atteint ce niveau de contamination émotionnelle, institutionnelle et médiatique, le football finit presque toujours par passer au second plan. Mon ressenti sur toute cette affaire est assez clair.
Je pense que le Sénégal a probablement eu des raisons de se sentir lésé à certains moments. Et je pense aussi qu'il y a eu une vraie cassure de confiance dans la manière dont cette finale a été vécue par les joueurs et le staff. Mais en même temps, je pense qu'à force de vouloir tout ramener à l'injustice subie, on a parfois esquivé une autre question pourtant essentielle. Est-ce que le Sénégal, dans sa gestion globale de cette finale, a été irréprochable? Et là, pour moi, la réponse est non. Pas irréprochable. Pas dans la gestion émotionnelle, pas dans la maîtrise de la crise, pas dans l'image renvoyée. Et c'est justement ça qui rend le dossier aussi compliqué pour eux aujourd'hui devant les instances. Parce que quand tu veux obtenir gain de cause sur le fond, il faut aussi avoir été le plus propre possible sur la forme. Or, dans cette histoire, la forme a été trop souvent chaotique. Donc, oui, les révélations sont lourdes. Oui, elles fragilisent encore davantage la lecture favorable au Sénégal. Oui, elles renforcent l'idée que cette finale a été beaucoup plus désordonnée, plus conflictuelle et plus ambiguë que ce que certains voulaient faire croire au départ. Et surtout, elle rappelle une chose essentielle. Dans le football moderne, un grand match ne se joue plus seulement sur la pelouse. Il se joue aussi dans les couloirs, dans la gestion des tensions, dans la discipline collective, dans la communication et parfois même dans la manière dont tu racontes toi-même ce qui t'est arrivé. Et dans cette bataille-là, le Sénégal est loin d'avoir dit son dernier mot, mais aujourd'hui, très honnêtement, le dossier paraît plus compliqué pour lui qu'il ne l'était il y a quelques semaines. Et justement, en parlant de Coupe du Monde, il faut finir avec la Côte d'Ivoire parce que les éléphants avancent avec un vrai mélange de confiance et d'ambition. Déjà, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour le Mondial 2026 après avoir terminé en tête de son groupe de qualification. Ensuite, le tirage l'a placé dans le groupe E avec l'Allemagne, Curaçao et l'Équateur. Honnêtement, c'est pas un groupe cadeau, mais c'est pas non plus un groupe qui doit terroriser cette équipe ivoirienne. Il y a de la marge pour croire à une qualification. Ce qui est intéressant avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que le discours d'Emer Faé est très clair. Il veut pas envoyer son équipe au Mondial juste pour participer. Il a affiché de la confiance, notamment sur la capacité de ses joueurs à rivaliser avec l'Allemagne, et il considère que son groupe est jouable. Moi, j'aime beaucoup cette approche parce qu'elle correspond à la dynamique du moment. On parle d'une sélection qui revient à la Coupe du Monde avec plus de caractère qu'avant, plus de vécu et une identité mentale beaucoup plus forte depuis le sac continental. En plus, les derniers matchs de préparation ont envoyé un message intéressant. La Côte d'Ivoire a battu la Corée du Sud 4-0, puis l'Écosse 1-0. Ce ne sont pas juste des scores, ce sont des signaux. Ça montre une équipe capable d'être sérieuse, disciplinée et de monter en intensité sans perdre son équilibre. Et quand on prépare une Coupe du Monde, c'est exactement ce qu'on veut voir. Pas seulement des éclairs individuels, mais une équipe qui sait contrôler un match, faire mal et rester structurée. Il y a aussi un autre sujet à surveiller du côté ivoirien, la concurrence offensive. Nicolas Pepe a été rappelé récemment, notamment à cause de l'absence de Yann Diomandé pendant la dernière fenêtre. Ça veut dire qu'il y a des places à prendre, des hiérarchies qui bougent encore, et ça, c'est très bon pour une sélection. Une équipe nationale qui arrive au mondial avec un ou deux certitudes devant, mais aussi avec une vraie bataille pour les rôles secondaires, c'est souvent une équipe qui garde de l'énergie et de l'attention positive.